Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 58 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je suis Louise Ms, photographe et vidéaste spécialisée dans le secteur culturel à Lyon. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour un nouvel épisode participatif. Alors, un épisode participatif, qu'est-ce que c'est ? Sur le compte Instagram de La Lame, je vous lance en story à la une, qui sont accessibles d'ailleurs toute l'année, quelques thèmes auxquels vous pouvez répondre. Je vous invite parfois au débat ou plutôt à témoigner sur votre situation personnelle. Pour pouvoir passer sur le podcast, c'est donc simple. Vous allez dans ces stories à la une, vous répondez à la question que vous préférez dans le Google Form. Et il s'agit d'un formulaire où je vous demande si vous voulez être anonyme ou crédité et si vous voulez témoigner par vocal pour que votre vocal passe directement sur le podcast. Ou alors vous pouvez également témoigner par écrit et je lirai ou quelqu'un d'autre lira pour vous votre participation. Je suis très heureuse de pouvoir relancer ce concept, c'est seulement le 2e épisode de ce type sur le podcast. Je garde de très bons souvenirs du dernier, ça nous avait permis de pouvoir aborder plein de sujets différents et cet épisode vous avait beaucoup plu aussi, donc aujourd'hui on réitère. La question pour cet épisode c'était quelle est la chose la plus difficile / la chose que vous aimez le plus dans votre métier artistique. Vous m'aviez dit la dernière fois que c'était difficile de faire la différence entre le témoignage et le moment où je commente parce que je lis le témoignage puis je commente. Donc cette fois-ci, c'était la bonne excuse pour faire appel à Inès, ma meilleure amie, qui ne fait absolument pas de culture. Ça fait 3 ans que j'ai envie de l'inviter sur le podcast et que je peux pas parce qu'elle est physicienne. Et même si elle est ultra talentueuse dans ce qu'elle fait, c'est vraiment très éloigné du thème du podcast et donc ce sera Inès aujourd'hui qui vous lira les témoignages. Voilà, comme ça vous pourrez vraiment faire la différence entre les deux. Je tiens à la remercier très fort et j'étais très heureuse de pouvoir la voir sur La Lame. Et si jamais ça vous plaît, elle pourra sûrement, je pense, faire la même chose sur les prochains épisodes si elle le souhaite. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast sur les différentes plateformes d'écoute, sur ses réseaux sociaux et plus récemment sur Tipeee. Je vous mets tous les liens en description. Votre aide est précieuse et aide vraiment à développer le projet. Alors merci à vous et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Premièrement, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont témoigné sous le thème de ce podcast. Ce format vit complètement grâce à vous. C'est vous qui faites vivre ce concept. Donc merci aux personnes qui prennent le temps de témoigner. Au-delà de moi, j'aime inviter des personnes sur le podcast dans des épisodes d'interview parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir différents points de vue. Et ce concept d'épisode participatif où c'est directement vos vocaux et vos témoignages qui passent sur le podcast, je trouve que ça permet encore plus d'aller loin dans cette volonté. N'hésitez pas encore une fois à témoigner pour les prochains thèmes. Il y a beaucoup de questions et de thèmes à remplir, donc même si vous voulez participer à plusieurs, vous en avez amplement le droit. Et dès qu'il y a un thème où j'ai assez de participation, je sortirai l'épisode et vous serez tenus au courant. Je laisse la parole un petit peu à Inès, qui va se présenter rapidement au podcast. On en profite, on a passé un bon moment ensemble, donc voilà. Je vais vous passer tout de suite le petit extrait qu'on a enregistré toutes les deux, et ensuite on passera à vos témoignages, et je ferai un petit commentaire à chaque fois sur ce que vous m'avez raconté. Bonjour. Je suis extrêmement contente d'être là et vraiment je m'attendais pas à ce qu'un jour il puisse y avoir un contexte dans lequel je sois invitée sur ce podcast. Je suis ravie de servir de voix aujourd'hui. Et oui, et du coup ce sera Inès qui lira vos témoignages, comme ça vous pourrez bien faire la différence entre les moments où vous témoignez et les moments où c'est moi qui parle. Et voilà, merci Inès de faire la voix, c'est super. Merci à toi de faire ce que tu fais, c'est super. Comme tu n'auras pas l'occasion de repasser sur ce podcast, est-ce que tu as un truc à nous dire ? Alors, déjà pour les auditeurs, j'aurai pas l'occasion de repasser sur ce podcast car je suis scientifique. J'ai une activité extrêmement éloignée de la culture. Et de la planète Terre également. Oui, finalement, car mon activité est extrêmement polluante et très peu utile à la société. Mais non, je ne disais pas que tu étais dans les astres. Ah, dac. C'est une catastrophe.
Mais non, si je devais dire un truc, c'est que même si mon métier est loin de la culture ça fait partie intégrante de ma vie et je me rends compte à quel point c'est important pour avoir une vie stable et saine. C'est super ce que vous faites. Voilà, merci encore à Inès pour son temps. Je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui est quelle est la chose la plus difficile / la chose que vous aimez le plus dans votre métier artistique. Et ce sera le seul vocal du jour, donc voilà, je vous le mets en premier parce que je le trouvais très bien. Donc voilà, je vous le mets en premier, c'est la première personne qui a répondu sous ce formulaire. Il s'agit de Violette Suquet. Bonjour, je m'appelle Violette Suquet et je suis illustratrice et scénariste BD. Ta question est la chose la plus difficile et celle que tu aimes le plus dans ton métier. Et moi, c'est la même chose en fait et je vais t'expliquer pourquoi. La chose la plus difficile dans mon métier, c'est que je raconte la vie des gens. Je fais de la BD reportage, donc je scénarise et j'illustre des témoignages de vie réelle. Je suis très orientée sur des sujets féministes et notamment sur la santé, qui est un peu le parent pauvre du genre féminin. Donc le plus dur, c'est de raconter des parcours de vie hyper abîmés. J'ai raconté comme ça 9 témoignages de femmes atteintes d'endométriose dans Endo Girls et actuellement, je raconte 9 récits de deuil périnatal dans ma prochaine BD. C'est super éprouvant de raconter ces histoires. Et en même temps, c'est ce que je préfère. Parce que, en fait, je mets mon trait et ma capacité à scénariser la vie de ces gens au service d'une cause qui la sort du tabou dans lequel elle se noie. Cette cause, elle se retrouve dans un livre et j'aide alors ainsi l'intime à passer du côté de l'universel, du côté du politique, comme on dit, l'intime est politique. Et c'est extraordinaire et c'est vraiment le pouvoir des histoires. Donc je dirais que ce que je préfère et ce qui est le plus difficile, c'est la même chose. C'est scénariser la vie des gens et les mettre en images pour parler de leurs problématiques et que ces problématiques deviennent universelles au travers d'un livre. C'est très, très gratifiant et en même temps, c'est très, très difficile. Voilà, merci. Merci à Violette pour son témoignage. Si son travail vous intéresse, je vous mets tous ces liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver rapidement sa BD, son compte Instagram et puis toutes les choses qu'elle a évoquées ici. J'ai l'impression qu'effectivement, ce type de fatigue se retrouve beaucoup chez les personnes qui tiennent des comptes, qui appellent au témoignage sur des sujets qui sont pas forcément évidents parce que j'imagine que quand tu appelles à des témoignages sur la santé des femmes notamment, eh bien... il y a, comme tu l'as dit, sur l'endométriose, etc., des témoignages qui sont pas faciles à lire, qui sont difficiles psychologiquement à encaisser. Donc c'est pas facile pour les personnes qui témoignent et c'est pas facile pour toi non plus de lire ça à longueur de journée. Je trouve, mais je comprends pourquoi tu dis aussi que c'est la plus belle chose dans ton métier, c'est que ça doit être hyper émouvant aussi de se rendre compte que des inconnus t'ouvrent leur intimité aussi. Bien que, comme tu l'as dit, l'intime est politique, c'est pas forcément évident de livrer son témoignage. Et j'imagine que ça doit prendre aussi de l'énergie à réceptionner pour pouvoir accompagner au mieux les personnes de façon saine, de façon respectueuse, et de les envelopper dans quelque chose de maximum chaleureux et bienveillant. Tout ça, c'est plein de petites choses à mettre en place, j'imagine, qui sont vraiment prenantes. Mais je comprends pourquoi tu dis aussi que c'est sûrement la plus belle chose dans ton métier, c'est que ça rapproche aussi, ça fait du bien de se comprendre entre êtres humains et je pense que pour tout thème dans la vie, c'est important et c'est cool d'avoir de la ressource en fait dessus, de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre des choses. Ça peut être des situations sociales, des maladies, des conditions de travail, ça peut être plein de choses. C'est aussi pour ça que je fais la lame d'ailleurs, c'est pour dire aux artistes que en fait non, vous n'êtes pas tout seul à galérer dans vos coins. L'immense majorité des artistes sont dans le même cas que vous. Et donc c'est important qu'on puisse échanger là-dessus, qu'on puisse en parler et que vous puissiez aussi entendre le récit d'autres artistes qui galèrent autant que vous pour vous dire que non, vous n'êtes pas tout seul. Et par contre, on peut essayer de trouver des solutions collectives pour faire du care collectif, quoi. En tout cas, je comprends totalement ce que tu dis et je trouve ça hyper intéressant comme point de vue. Donc merci à toi. Et puis je suis allée voir ton travail sur Instagram et je le trouve génial. Donc je vais me renseigner un peu plus et j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, merci à toi. Nous allons passer
au deuxième témoignage. Il s'agit du témoignage de Le théâtre de l'ombre. La chose la plus difficile est d'affronter la solitude face aux montagnes de projets. En effet, les artistes-auteurs se retrouvent souvent face à eux-mêmes, à devoir gérer seuls leur carrière et projets, ce qui n'est pas facile puisqu'il faut être tout à la fois. Comptable, artiste, diffuseur, etc. De plus, l'absence d'aide ou de reconnaissance en métier réel dans la société rajoute des pierres à porter. Ce que j'aime le plus, c'est la liberté. Être mon propre patron, pouvoir créer sans limite ce que je souhaite. La censure n'existe pas et je trouve cela infiniment précieux. Merci beaucoup pour ce témoignage. La solitude face aux montagnes de projets, c'est quelque chose dont j'entends énormément parler. C'est vraiment, ça revient sur toutes les bouches, j'ai l'impression, dans notre secteur. Là, tu parlais des artistes-auteurs, mais je pense qu'on peut aussi rapprocher avec les auto-entrepreneurs dans la culture. J'ai l'impression qu'on a vraiment les mêmes problématiques. On a des statuts qui se ressemblent quand même beaucoup et des façons de travailler aussi qui sont un peu les mêmes. En tout cas, je sais que je fais exactement le même travail que mes potes photographes, artistes, auteurs. C'est juste des questions de statut qui changent. Mais effectivement, les artistes, auteurs du coup, et les auto-entrepreneurs sont très isolés parce que les boulots en fait dans la culture isolent vachement. Alors ça va dépendre effectivement de quel boulot, hein. Il y a des boulots qui se font en groupe, il y a des boulots qui se font en équipe et qui se répètent aux mêmes endroits, donc effectivement c'est plus facile de peut-être créer du lien social. Il y a aussi des boulots de bureau dans la culture, enfin voilà, il n'y a pas que des gens qui sont dans des métiers, dans des statuts précaires et qui bougent partout, mais là je vais parler de cela spécifiquement. Je pense notamment à mes potes qui sont interprètes, danseuses, mes potes qui sont illustratrices, photographes, graphistes, mes potes qui sont écrivains aussi, scénaristes, réals, etc. Alors là, j'oublie énormément de métiers et puis ça sert à rien de faire des listes parce qu'au final, tous les métiers dans la culture ont leur lot de problématiques et sont aussi isolants quand même les uns les autres, même s'il y en a qui, comme je l'ai dit, le sont peut-être encore plus. Mais personne n'est épargné par la solitude dans la culture. C'est vrai qu'on manque, je pense, de structures accompagnantes surtout, de structures qui nous permettent de créer du lien entre artistes, de structures qui nous permettent de créer de la connaissance professionnelle autour de nos conditions de travail, autour des aides auxquelles on n'a pas connaissance, mais dont on est censé avoir accès, autour de notre santé, autour de notre secteur et de questionnements à avoir au sein de ce dernier. Je trouve que ça manque énormément de structure de ce côté-là. Et c'est ce qui me donne de l'espoir que les travailleuses, partant de leurs besoins, créent de façon autonome ce genre d'organisation. Et quand je parle de ce genre d'organisation, je pense pas mal à des assos et des collectifs qui rassemblent des actrices du milieu culturel pour des rencontres, pour des ateliers de formation, pour des discussions autour de débats. Je pense aussi aux syndicats qui aident à sensibiliser les artistes autour de leurs conditions de travail, des droits qu'elles ont et qui les protègent en cas de litige avec des employeurs. Les syndicats aussi d'ailleurs proposent parfois des espaces de débat, etc. qui sont très intéressants. Je pense aussi, par exemple, aux coopératives. J'avais reçu dans l'épisode 30 Johanna Raffi qui m'avait parlé de Azelar. Et Azelar, c'est une coopérative qui va aider des jeunes porteuses de projets de la culture et l'aider au développement. Si je ne dis pas de bêtises, pour moi, c'est une sorte d'incubateur. Je sais que Artifarti avec Hôtel 71 accompagne pas mal aussi de jeunes médias lyonnais, par exemple. Si jamais tout le monde peut candidater à l'incubateur d'Artifarti, plus spécifiquement de Hôtel 71. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais essayé de candidater avec le podcast, je ne l'ai pas eu. Mais en tout cas, les candidatures sont ouvertes à tout le monde. Et puis, Yale propose des ateliers gratuits et accessibles à tous. Il faut s'inscrire, mais à part ça, il n'y a rien à faire pour nous former autour, par exemple, de comment financer son média, comment faire le marketing autour de son média, ou la com, ou plein de choses. Le point de vue juridique aussi, c'est très intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Et elle propose aussi pas mal de tables rondes, de débats, etc. Il y en a que je trouve
mieux que d'autres, mais je suis contente que ce genre d'espace existe. Et moi, il y a des personnes dont j'ai découvert le travail par ce biais, qui m'ont beaucoup marquée et que je suis encore aujourd'hui. Donc je vous conseille vraiment d'aller à ces rencontres-là. Je pense aussi à plein de petits projets qui pop ça et là, de rencontres d'artistes. Parfois c'est de façon totalement autonome et c'est juste un ou une artiste qui va se motiver à le faire. Il y a plein de tiers-lieux aussi auxquels on a accès. À Lyon, c'est vrai qu'on est plutôt bien servi de ce côté-là, même si nos tiers-lieux sont en danger, donc n'hésitez pas, si vous le pouvez évidemment, à consommer là-bas ou en tout cas à parler de ces lieux autour de vous pour ramener du monde, parce que sachez que chacun de nos tiers-lieux petits lieux indépendants de la culture, surtout quand elle est un peu plus politisée, etc., sont vraiment menacés et en danger. Nous, à Lyon, on en ferme chaque année, donc voilà, important de les soutenir, mais je trouve que ces tiers-lieux sont tellement importants pour ce lien, justement, sortir de cet isolement, que voilà, c'est des choses qui sont essentielles. Il y a aussi des communautés en ligne pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour quelque raison que ce soit, qui existent, et je sais que y a des gens pour qui c'est beaucoup plus adapté, qui préfèrent ce genre d'ouverture-là pour pouvoir y accéder. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent, et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour sortir de cet isolement qui est vraiment néfaste et nauséabond pour nos carrières et pour notre santé, n'hésitez pas en commentaire à proposer des idées autour de ça. Je trouve que c'est très intéressant comme sujet, et d'ailleurs ça pourrait être même le sujet principal d'un prochain épisode participatif. Comment avez-vous fait pour pallier à cette solitude-là, justement, pour trouver le chemin vers du collectif, vers du faire ensemble? Et je comprends trop le truc d'être un couteau suisse aussi, c'est ça que tu disais, de devoir être comptable, artiste et diffuseur, etc. C'est épuisant. Moi, je sais que autour de moi, il y a beaucoup de potes qui sont épuisés mentalement, en fait, surtout. Et on se regarde tous et on se dit que c'est fou, mais si on faisait exactement la même chose, mais qu'on avait un salaire stable qui va avec, ça serait déjà beaucoup plus facile à porter. Et en fait, la précarité de l'emploi fait que ça épuise le cerveau très rapidement. Il faut vraiment pas sous-estimer, je pense, le facteur stress, le facteur imprévu, le facteur précarité qui épuise les cerveaux et les corps très rapidement, et qui fait que c'est beaucoup plus dur à encaisser aussi une journée de travail normale. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Il y avait beaucoup de choses dans ton témoignage, mais tu disais aussi que l'absence de reconnaissance réelle de ce métier dans la société rajoute des pierres à porter, et j'entends complètement ça. Moi, je dis souvent aussi que dans une société capitaliste, le salaire, c'est une reconnaissance face aux tâches que tu as effectuées. Alors j'aimerais que ce soit autrement et qu'on ait un salaire universel, voilà. Mais dans cette société, le salaire, c'est quelque chose de valorisant. Et quand tu travailles 50 heures par semaine, et je dis pas ce chiffre au hasard parce que y a une super association qui accompagne les artistes-auteurs. D'ailleurs, je vous la mettrai en description. Là, tout de suite, je l'ai plus dans la tête malheureusement, mais je vous mets cette association en description, n'oubliez pas. Cette association avait fait une étude qui démontrait que les artistes-auteurs en moyenne travaillent 40 à 50 heures par semaine pour gagner des clopinettes, honnêtement. Et en tout cas, ils parlaient des artistes-auteurs que eux suivaient. Et c'est vrai que quand, du coup, tu donnes tant de temps à ton travail et qu'en plus, t'as même pas la reconnaissance du salaire derrière, et pour le moral, en vrai, c'est difficile. C'est difficile pour l'ego, honnêtement. C'est difficile pour le moral. Ça fait penser qu'en fait, on est des bons à rien et qu'on n'y arrivera pas, et voilà. Et comme tu dis, nos métiers, souvent, sont pas reconnus comme des métiers, sont reconnus comme des passions. Et du coup, pourquoi valoriser avec un salaire des passions? Voilà, toute la question est là. Voilà, toute la réflexion autour de ça est assez déprimante, honnêtement. Voilà, et je sais qu'on a l'impression qu'on va vraiment pas dans le bon sens ces dernières années, et j'en suis désolée, vraiment, je comprends la peine que ça fait. Mais je garde en tête que tout ça, c'est des questions d'éducation, et que, à force de marteler de la pédagogie autour de nos métiers culturels, je pense que notre public
peu prendre la mesure en fait de ce qui se passe et aussi consommer vers des petits artistes et plus comprendre nos réalités de vie pour pouvoir nous soutenir au mieux. Voilà. Et tu finissais sur une bonne note en disant que ce que tu aimais le plus, c'était la liberté et pouvoir créer sans limite ce que tu souhaites. Je te souhaite énormément de belles choses pour la suite de tes projets et j'espère que tout l'aspect financier et stress va être avec le temps stabilisé et que tu pourras te concentrer vraiment sur ton art. En tout cas, plein de bonnes choses à toi et merci pour ton témoignage. On passe au témoignage numéro 3. Il s'agit de Lucie. La plus difficile pour moi, c'est de réussir à me vendre auprès de futurs clients potentiels. Ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir immortaliser les événements marquants dans la vie de mes clients et de capturer toutes les émotions qui s'y invitent. Merci Lucie pour ton témoignage. Lucie, c'est ma sœur, pour ne rien vous cacher. Elle est photographe aussi dans la région de Voiron. Et en fait, je pense qu'on a exactement les mêmes soucis dans la vie parce qu'on a été élevés pareil. Quand elle dit que le plus difficile... Et du coup, quand tu dis que le plus difficile pour toi, c'est de réussir à te vendre auprès des futurs clients, moi, c'est la même chose. Je pense qu'on a pas mal un problème aussi, les artistes en général, de légitimité, que la société a du mal à reconnaître notre travail en tant qu'artiste. Vous savez que nous-mêmes aussi, on délégitime énormément notre travail et on pense qu'il est moins bon que ce qu'il n'est. Je pense que ça vient de là, le fait de se vendre ou pas. Et puis même si on passe cette étape de légitimité, c'est pas évident en fait d'avoir le bon discours pour se vendre. Moi, je pense que je suis encore bloquée un peu à l'étape 1, honnêtement, de j'ose pas. J'ose pas déranger les gens. J'ai peur de mal amener les choses, d'avoir un discours un peu de gros rat. Je sais pas. Je trouve ça très délicat de vendre son art, en fait, et son savoir-faire, en général. Mais en plus, quand on a passé cette étape, il y a encore l'étape de réussir à avoir le bon discours. Et là-dessus aussi, je travaille. Je trouve que tout ça, ça part tellement d'un travail complet autour de réfléchir à qui on s'adresse, quelles sont les offres qui seront adaptées à ce public-là, et comment du coup les présenter, comment en parler de différentes façons tout au long de l'année pour pouvoir attirer les gens vers ce qu'on propose. Moi, j'avoue que je pense honnêtement être très très nulle à ça. Voilà, je pense que c'est mon gros défaut. Mais je travaille là-dessus. Si jamais vous voulez des bons exemples de contenu qui aide à ça. Moi, par exemple, je pense que le podcast qui m'a le plus accompagnée là-dessus, c'est The Bee Boost. The Bee Boost, c'est Aline qui parle aux auto-entrepreneurs en général à la base. Et du coup, elle apprend en fait à trouver son client idéal. Elle apprend étape par étape à faire sa com, à faire son marketing, à faire ses offres, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont adaptées si vous avez des valeurs qui vont à l'encontre du capitalisme surproductif, etc. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas gardées, que j'ai pas envie de faire et d'appliquer. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont éclairé l'esprit et qui me permettent d'être beaucoup plus logique là-dedans. Donc voilà, si jamais c'est un podcast qui m'avait bien aidé, j'en ai sûrement d'autres mais j'en ai pas en tête là tout de suite, donc si ça me revient je vous mettrai ça en description. Et tu disais que ce que t'aimais le plus c'était immortaliser des événements marquants de la vie des clients et tout, et ça je comprends totalement. Je trouve que arriver, du coup nous deux on est photographes et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'événementiels, mais le fait d'arriver sur un événement, que ce soit pro ou perso, d'arriver à un moment spécifique de la vie des gens et d'immortaliser tout au long de cette journée les émotions qui passent par là, les événements marquants, les discours, les rires, les câlins, les pleurs, les diplômes des gens, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je trouve ça hyper privilégié comme position en fait. Souvent je suis très touchée parce que c'est vrai qu'on arrive dans l'intimité pas mal des gens, notamment quand on fait des particuliers. Je sais pas, cette année par exemple, j'avais fait pas mal de mariages l'année dernière. J'ai fait des anniversaires. Et j'ai fait un anniversaire de mariage. J'ai fait l'anniversaire aussi d'un monsieur qui avait 90 ans et voilà, qui avait réuni toute sa famille à cette occasion.
C'est des choses qui sont marquantes et qui sont vraiment très émouvantes à voir. Et je me sens toujours très très honorée d'être là. Les gens ouvrent très grand les portes de leur famille et j'essaye d'en prendre le plus grand soin possible dans ma posture pro et d'avoir la bonne position, de ne pas prendre trop de place, mais d'aiguiller quand même les gens. Lucie fait pas mal aussi d'événements pro. Et du coup, elle immortalise des petites entreprises. C'est pareil, elle découvre des savoir-faire. Parfois, les clients lui offrent des trucs. La dernière fois, c'était des noix. On fait aussi toutes les deux des concerts. Pareil, toujours nouvel univers, nouvelle personne. Voilà, c'est vraiment un beau métier. Et ce serait trop cool qu'on puisse avoir des conditions de travail basiques pour pouvoir l'exercer. Merci Lucie. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Nous passons au témoignage numéro 4. Celui-là souhaite rester anonyme. La plus difficile, l'incertitude et la précarité. La plus chouette, pouvoir faire entendre ma voix artistiquement. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais pas me pencher très longtemps sur celui-là parce qu'il est assez rapide. Mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. L'incertitude et la précarité, c'est vraiment le plus gros problème, je pense, de ce secteur et ce qui prend l'énergie et la tête de tout le monde. Et c'est dommage parce que la création culturelle française en pâtit en vrai. Souvent, j'imagine un monde où les gens pourraient créer de l'art tout le temps, quoi qu'il se passe, et que tout le monde ait un salaire et un toit sur la tête et la santé, et du temps pour eux, etc. etc. Et waouh, je me dis, ce serait tellement beau, les villes seraient tellement belles, il y aurait tellement d'effervescence culturelle partout, dans les rues, de la musique, de la peinture, de la danse, tellement de choses qui feraient du bien en fait à tout le monde. Si on avait tout ça, on pourrait aussi tellement plus s'exprimer, faire entendre des luttes, des voix, par ce biais-là aussi encore plus. Voilà, des fois ça fait du bien un peu d'imaginer l'idéal aussi vers lequel on veut tendre. La chose la plus chouette, tu disais, c'est faire entendre ta voix artistiquement. Je trouve ça trop beau de pouvoir faire passer des messages, pouvoir s'exprimer à travers un art et puis toucher des inconnus aussi qui peuvent se reconnaître dans ce que tu racontes et dans ce que tu décris, même si tu le décris pas avec des mots, mais avec des images ou avec de la peinture ou avec des mouvements, de la danse. C'est vraiment beau et c'est ça qui fait que c'est chouette quand même de pouvoir dialoguer entre êtres humains et de se faire passer des émotions, quoi. Ça donne de l'espoir aussi. On passe au témoignage numéro 5. Un témoignage de Elsa Biik. La chose la plus difficile dans mon taf, c'est d'avoir des clientes régulières et donc un revenu stable. Ce que j'aime le plus, c'est toutes les personnes que je rencontre grâce à mon métier et la diversité de récits qui, elles, me permettent de raconter à travers mes photos. Merci beaucoup Elsa pour ton témoignage. J'ai déjà reçu Elsa dans l'épisode numéro 22 de La Lame qui s'appelle « La photographie de mouvements sociaux » car Elsa est photojournaliste et photographe d'événementiel culturel aussi. Je vous mets son travail en description. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment trop beau ce qu'elle fait. Et voilà, hein, toujours pareil, hein, la chose la plus dure, avoir des clients et clientes régulières et un revenu stable, ouais. C'est vrai que ça fait un peu peur parce que moi je vois souvent des photographes qui sont installés depuis longtemps ne plus être tant installés que ça et ça va pas du tout dans le bon sens en tout cas sur nos professions. Parce que oui, Elsa est photographe, du coup. Mais c'est un peu pareil partout dans la culture, c'est que les métiers artistiques se précarisent à vitesse grand V. Et si des générations avant nous pouvaient vivre, pas forcément simplement non plus, mais pouvaient vivre de leur art et de leur création, nous, c'est de plus en plus compliqué. Et même des photographes qui sont installés depuis des années commencent à être de plus en plus précaires, voire à ne plus réussir à vivre de ce qu'elles font, hein. En ce moment, je parle pas mal de ceux que je connais autour de moi, donc dans la région lyonnaise. Ça fait peur en vrai, hein. Ça fait vraiment peur et c'est pour ça que on invite toujours les gens
en tout cas dans les luttes que je suis et tout, à dire la carrière d'une personne photographe, par exemple, ou d'un ou une artiste en 2025, c'est pas juste devoir apprendre à faire un beau site, à bien gérer ses réseaux sociaux, sa prospection, etc. C'est déjà énorme. Mais c'est aussi créer de la lutte collective pour aller chercher plus de droits, plus de protection du travail, pour rehausser les subventions à la culture, pour pour sensibiliser nos publics. Voilà, pour aller défendre aussi nos métiers, nos conditions de travail, parce que sans lutte collective, le secteur est clairement voué à l'échec, hein, on va pas se mentir. Moi, ce serait la réponse que j'aurais à ça, et c'est une réponse longue, c'est une réponse dure, mais c'est une réponse nécessaire et qui peut être aussi très enrichissante, porteuse de plein d'espoir, et qui, je pense, a vraiment des très grandes chances de gagner, et même c'est uniquement grâce au collectif qu'on gagnera des droits, hein. C'est pas du tout autrement, voilà. Donc, et puis là, j'apprends rien à Elsa parce que Elsa est déjà voilà, très très active dans ces mouvements, donc bien sûr, je n'apprends rien, mais je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on martèle tous collectivement, c'est des choses qu'il faut qu'on appuie. Et Elsa disait aussi, ce que j'aime le plus du coup, c'est toutes les personnes que je rencontre grâce à mon métier et la diversité des récits qu'elles me permettent de raconter à travers mes photos. Alors Elsa dit ça parce qu'elle fait pas mal de concepts de séries photos avec des témoignages et des textes de personnes qu'elle lance sur un thème donné. Elle a déjà fait une exposition photo par exemple. Alors je crois que la question c'était autour du genre en général. Et puis je crois qu'elle travaille en ce moment, c'est pas un secret parce qu'elle a mis sur Instagram, mais autour des questions du deuil et autour de la santé mentale. Donc si c'est des thèmes qui peuvent vous intéresser, vous n'hésitez pas à aller voir son travail sur les réseaux et son site internet. Et nous passons enfin au 6e et dernier témoignage. Il s'agit de celui de Jess. La chose la plus difficile est de garder sa motivation ou de maintenir son cap quand on rencontre des obstacles. Que ce soit financier ou quand on rencontre toutes sortes de galères pendant une prestation ou pendant un déplacement, les imprévus font partie des surprises qu'on aimerait éviter de rencontrer. Ce qui est le plus formidable dans mon métier, c'est de partager des moments de légèreté et de bonheur au public. La rencontre des gens et les voyages sont toujours des moments enrichissants sur le plan personnel et professionnel. Il y a tellement à dire sur le sujet, que ce soit en positif ou négatif, on apprend tous les jours. C'est une véritable chance pour chaque artiste professionnel ou en cours de professionnalisation de pouvoir vivre de leur passion. Une des choses essentielles est de ne jamais se comparer aux autres, surtout à l'ère actuelle avec les réseaux sociaux. Il faut s'armer de patience et de volonté pour y arriver. Qu'il y ait des hauts ou des bas, il faut toujours garder sa première motivation et le faire avec cœur, avec ses tripes, tout en s'amusant. J'aime beaucoup ce que tu as dit autour du fait de garder le cap quand on rencontre des obstacles. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est tous brinque-ballés à droite, à gauche, sur, comme on a dit au début du podcast, entre sa carrière, ses dossiers administratifs, ses clients et clientes, ses projets perso, et machin, et ses collectifs et ses trucs. On est tellement brinque-ballés à droite à gauche que des fois, quand on a des déceptions à des endroits, on sait même plus où mettre la tête, on a du mal à prendre du recul. Je trouve que c'est difficile dans nos activités d'avoir des moments où on peut prendre du recul en fait, souffler un peu, remettre les bases en place et éteindre en fait le jus de cerveau continuel sur plein de sujets différents. Effectivement, en fait, on peut vite s'écarter des problématiques de base et des objectifs de base. Moi, ce qui m'a sauvé en vrai mon cerveau et mon entreprise, je pense, c'est l'organisation. J'ai vraiment revu toute mon organisation récemment et j'ai tout remis à plat. Et maintenant, j'ai des objectifs à l'année, ensuite tous les 3 mois, ensuite tous les mois. Je note mes heures de travail
exactement sur chaque projet. J'essaye de découper mes to-do list en plus petites, en trucs prioritaires, en machin. J'ai fait tous les trucs que j'ai entendus dans tous les podcasts et en vrai ça marche un peu bien. Alors j'atteins toujours pas mes objectifs assez, hein, évidemment, sinon ce serait pas drôle. On vit dans une société difficile pour notre secteur et donc si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est normal. Mais je trouve que je suis beaucoup plus carrée en fait dans ma façon de travailler, dans ma façon de faire. Je sais où je vais, je sais quel com faire quand et ça me sauve la vie et ça fait que je tiens beaucoup plus mon cap justement. Mon cap sur le podcast, mon cap sur mon entreprise, mon cap sur mes projets perso. Je sais où je veux aller et j'essaye de me recentrer à chaque fois que je pars en cacahuète parce que vraiment je suis la personne la plus éparpillante de la planète. Voilà. Et merci aussi d'avoir parlé des imprévus. C'est vrai que c'est une super idée et je me dis que ça pourrait être une très bonne idée d'ailleurs de prochains épisodes participatifs aussi. Je pense que voilà, je vais le noter comme idée pour vous lancer ce thème plus tard. Genre, vos pires imprévus sur une presta ou un truc comme ça. Ça peut être marrant de se raconter un peu des anecdotes aussi et de pas toujours être dans du sérieux à fond. Les imprévus c'est dur quand il pleut au dernier moment alors que t'as prévu un truc dehors, quand t'as du matos qui pète, ça arrive, quand t'arrives et qu'en fait le lieu ressemble pas du tout à ce que t'avais imaginé et du coup tu dois revoir tout ton plan au dernier moment, ou alors que j'imagine ta voix quand tu es chanteur, ta voix flanche finalement la veille et que tu sais pas si tu vas pouvoir chanter le lendemain. Enfin voilà, genre, ça peut être de belles histoires à raconter en vrai. Ça me donne envie. Je sais pas vous, mais ça me donne envie. Et voilà, tu appuyais aussi sur le fait que la rencontre, les voyages, c'est hyper enrichissant. Ça, je suis encore une fois totalement d'accord avec toi. On arrive à chaque fois dans des univers si différents et ça fait du bien. Et tu disais aussi que ça faisait que tu apprenais tous les jours. Et c'est vrai que je pense qu'on s'en rend pas compte, et je le dis pour moi aussi d'ailleurs, mais à quel point on grandit aussi avec toutes ces histoires qui nous arrivent à longueur de journée. C'est pas évident honnêtement, on est d'accord, c'est épuisant. Mais je pense que dans quelques années, quand on prendra du recul, on se rendra compte aussi qu'on a réussi à se sauver de pas mal de situations déjà. On a réussi à résoudre des problèmes pendant des années plus durs les uns que les autres. Et qu'on a rencontré plein de gens et qu'on a vu plein de choses. Voilà, même si c'est difficile, faut pas oublier aussi tout ce qu'on apprend sur le chemin. Et comme ça aussi d'ailleurs, même si on échoue au final, entre guillemets, même si pour moi c'est pas un échec, mais si on n'arrive finalement pas à vivre de notre art et qu'on doit reprendre un boulot ou j'en sais rien, il faut vraiment se dire que tout ça n'était pas vain. Moi je sais que c'est des réflexions que j'ai eues pas mal de fois. Et je me disais, j'ai perdu des années à juste galérer. Mais en vrai, c'est pas vrai. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, je me suis sortie de plein de situations que je pensais inexorables. Et j'en suis aussi fière en vrai, parce que au moins j'aurais tenté. Et je pense qu'on peut collectivement se féliciter pour tout ça. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter sur ce témoignage et je vais m'arrêter sur cet épisode aussi. Je vous repasse un mini extrait avec Inès, attention, pour qu'elle vous dise au revoir. Et je vous reprends une dernière fois après ça. Tu veux faire une dédicace à quelqu'un avant de partir? Petite dédicace au zip de Elsa. Yes, avant toute chose. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore un grand merci aux personnes qui ont témoigné sous cet épisode et un grand merci à Inès pour avoir pris de son temps pour nous lire ces témoignages. Je vous rappelle que vous pouvez également passer sur le podcast La Lame en allant directement dans la description. Vous cliquez sur le compte Instagram et depuis le compte Instagram, vous allez dans les stories à la une. Il y en a une orange que vous ne pouvez pas rater qui s'appelle Participer, sur laquelle je vous explique tout de A à Z, comment participer à ces épisodes. Je vous expose les différents thèmes et ensuite vous tapez sur le Google Form qui va avec le thème qui vous intéresse. Voilà. S'il y a des thèmes d'ailleurs que vous voulez lancer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prendrai en note et puis je lancerai ces thèmes dès que j'aurai déjà rempli peut-être encore un ou deux des thèmes que j'ai déjà lancés, parce qu'on va pas en faire 15 d'un coup aussi alors qu'on sort un épisode par un épisode.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir sur les différentes plateformes en likant, en commentant, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles. Il y a plein de façons de le faire. N'hésitez pas aussi à soutenir le podcast sur le compte Instagram en vous abonnant et en interagissant avec le contenu. Vous pouvez depuis peu soutenir le podcast sur sa page Tipeee en faisant un don ponctuel ou mensuel à partir de 1 €. On est déjà 8 tipeurs sur la page Tipeee à raison de 69 € mensuels. J'en suis très reconnaissante, alors merci à vous. J'ai très hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Et en attendant, je vous dis plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous.